Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Arnaud Dubois. Variation des conditions de l'éducation. Cet ouvrage tient son origine d'une rencontre qui eut lieu à Lyon en janvier 2015 dans le cadre du colloque intitulé « Conditions enseignantes, conditions pour enseigner », organisé à l'Université Lyon 2. Je tiens à rappeler le contexte dans lequel s'est déroulée cette manifestation, à la fois parce que ces journées font partie de celles dont on sait en les vivant qu'on s'en souviendra toujours, et pour le mettre en lien avec le thème du colloque centré sur les évolutions des conditions enseignantes. Il a eu lieu à un moment historique marqué par une évolution majeure, qui se déroulait sous nos yeux. Le 8 janvier 2015, jour de l'ouverture de cet événement scientifique international, notre symposium a commencé par une minute de silence et de recueillement à la mémoire des victimes de l'attaque contre Charlie Hebdo, qui avait tant lieu la veille à Paris. Il est des moments où l'histoire s'impose dans notre quotidien. Comme l'ont écrit P. Boucheron et M. Riboulet, comment oublier l'état où nous fûmes, l'escorte des stupéfactions qui d'un coup plia nos âmes, ce jour-là? On se regardait incrédule, effrayé, immensément triste, 2015 page 7. Ces mots employés par l'historien et l'écrivain pour désigner leur souvenir de la manifestation parisienne qui suivit cet attentat, me semblent décrire aussi l'état émotionnel qui nous traversait pendant cette minute de silence dans la cour intérieure de l'université, à 2 pas du Rhône dont seul le cours semblait imperturbable ce jour-là. C'est à ce même moment que des incidents eurent lieu dans des collèges et des lycées, où certains d'entre nous sont intervenus dans le cadre de nos recherches quelques jours plus tard. Dans le texte de proposition de ce symposium, rédigé avec Dominique Otavi, nous écrivions qu'un consensus semble se dégager aujourd'hui sur l'idée d'un changement profond des conditions de l'éducation. Blais, Gaucher et Otavi 2008 et 2014, et que les enseignants ont à faire face à des mutations importantes de leurs conditions de travail. Nous assistions alors, à Lyon avec une sidération, Horry 2016 qui exprimait notre impuissance, à des événements dont nous savions qu'ils participaient de cette transformation des conditions de l'éducation. Les jours qui suivirent, beaucoup d'entre nous ont pu entendre dans les dispositifs cliniques d'accompagnement que nous mettons en place, les échos de ces journées dans les classes et les groupes en formation, Dubois et Sambé 2016, Geffard 2016, et percevoir les changements en cours dans l'articulation société-école, Blais, Gaucher et Otavi 2008 page 9. Clinique et accompagnement. Les enseignants, à tous les degrés du système éducatif, sont confrontés à des mutations profondes non seulement de leurs conditions de travail, mais aussi des conditions même de possibilité de la transmission. Dans ce symposium, nous avons invité des chercheurs à considérer les réponses qu'apportent les dispositifs d'accompagnement situés dans diverses perspectives cliniques. Dans la note de synthèse publiée en 2005 sur les recherches cliniques d'orientation psychanalytique, les auteurs envisageaient une clinique de l'accompagnement comme une perspective possible pour faire face aux forces de déliaison, de plus en plus agissantes dans la société et au niveau individuel, Blanchard-Laville, Chaussecourte et al., 2005. Ces groupes de parole y étaient présentés comme des espaces permettant de recréer du lien et du groupe face aux mutations contemporaines, idem page 145. Qu'en est-il plus de 10 ans plus tard? Comment les cliniciens perçoivent-ils les effets de ces nouvelles conditions enseignantes dans les dispositifs qu'ils mettent en place, à partir de la parole des enseignants? Les divers dispositifs qu'ils proposent sont-ils affectés par ces mutations et peuvent-ils les accompagner? Voici les questionnements que les chercheurs participant à ce symposium ont été invités à saisir. Chacun a fait une proposition de communication. L'ensemble a été soumis au comité scientifique du colloque, qui a accepté et validé l'ensemble du dossier. Après cette journée de communication et d'échange en janvier 2015, les participants ont été invités à rédiger un article pour ce livre. Chaque chapitre a fait l'objet de plusieurs lectures et de modifications nombreuses par les auteurs. Il ne s'agit pas dans ce livre de donner une nouvelle définition de la notion d'accompagnement, ou de faire une synthèse de ses usages. Ce terme est plutôt envisagé ici comme l'accompagnement d'un processus de formation ou de recherche, qui prend le plus souvent la forme d'élaboration psychique pour les participants. Les auteurs de cet ouvrage décrivent et analysent leur expérience de l'accompagnement de processus de transformation progressive,
dans un temps plus ou moins long. Généralement, ces chercheurs cliniciens mettent leur subjectivité au service des accompagnés et de leurs analyses, par l'élaboration de leurs contre-transferts et ou de leurs implications. Leur subjectivité, à condition qu'elle fasse l'objet d'élaboration, est productrice de connaissances et non perturbatrice du devenir de celui ou celle qui l'accompagne. Sifali, Téberge et Bourassa 2010 page 180. À la différence de l'ouvrage au titre proche, publié dans la même collection que celui-ci, sous la direction de M. Sifali, M. Bourassa et M. Téberge, 2010, notre livre est centré sur l'accompagnement des enseignants, même si quelques contributions décrivent des dispositifs ouverts à d'autres professionnels. Je tiens à remercier vivement tous les contributeurs pour leur travail et leur patience. Je veux aussi remercier très sincèrement Dominique Otavi qui, si elle n'a pas pu s'engager dans ce projet à la hauteur de ce qu'elle espérait, m'a aidé à toutes les étapes de ce travail, depuis l'automne 2014 et la préparation du colloque précédemment cité. Sa lecture attentive a permis d'améliorer la qualité de cette publication. Des auteurs et des textes. Cet ouvrage regroupe 9 contributions rédigées par 11 chercheurs issus de 7 laboratoires différents. La majorité d'entre eux s'inscrit dans une approche clinique d'orientation psychanalytique en sciences de l'éducation, Bréant, Blanchard-Laville, Dubois, Geffard, Lerner-Sey, Pechberti, ou en psychologie, Morin, Lacour. D'autres s'inscrivent aussi en sciences de l'éducation, dans une approche socio-clinique institutionnelle, Monceau, une approche multiréférentielle incluant une clinique du travail et du sujet, Étienne, ou une approche philosophique et historique sensible à la clinique, Otavi. Leur pratique de l'accompagnement des enseignants se situe en formation initiale, auprès d'étudiants se destinant au métier de l'enseignement, Bréant, Geffard, d'enseignants débutants, Blanchard-Laville et Lerner-Sey, Étienne, ou d'enseignants plus chevronnés, Dubois, Monceau, Lacour, Pechberti et Morin. Ces dispositifs d'accompagnement ont tous en commun d'être des dispositifs groupaux. Il s'agit de groupes d'analyse de pratiques professionnelles pour enseignants, Lacour, Dubois, Blanchard-Laville et Lerner-Sey, Étienne et futurs enseignants, Geffard, ou pluricatégoriels, dans lesquels il y a notamment des enseignants, Monceau, Pechberti et Morin. Seul l'article de Françoise Bréant ne décrit pas un dispositif d'analyse de pratiques professionnelles, mais une expérience formative de futurs enseignants dans un cours en grand groupe. Elle propose à des étudiants de 2e année de licence en amphithéâtre de faire une expérience clinique en écrivant. 2 autres chapitres présentent des dispositifs mobilisant l'écriture selon une approche clinique. Patrick Geffard présente un dispositif coopératif et groupal inspiré de son expérience de la pédagogie institutionnelle et des travaux sur l'implication subjective des enseignants en situation professionnelle. Il propose à de futurs enseignants en formation d'écrire des récits de pratique qui font l'objet d'un travail d'élaboration en groupe et d'une correspondance. Arnaud Dubois, dont la pratique est aussi inspirée de la pédagogie institutionnelle, s'interroge sur les effets de la tâche primaire de l'institution dans laquelle il mène une recherche sur l'écriture des pratiques dans un atelier monographique. Il met en place un tel groupe pour accompagner une équipe instituée dans un micro-lycée. Les 5 chapitres suivants sont centrés sur des dispositifs d'analyse de pratique dans lesquels les participants présentent des récits oralement. Claudine Blanchard-Laville et Sophie Lerner-Sey rendent compte de leur expérience pendant 6 années consécutives de la co-animation d'un dispositif d'accompagnement clinique groupal des pratiques enseignantes que la première de ces 2 auteurs met en place depuis de nombreuses années. Martine Lacour présente un dispositif clinique groupal appelé Groupe de soutien au soutien, imaginé par Jacques Lévin. Pour elle, ce type de groupe offre la possibilité pour les professionnels d'élaborer ce qu'elle nomme la souffrance d'école. Richard Etienne quant à lui s'attarde sur un autre type de travail en groupe, l'analyse de situations éducatives, GIS. Il en montre le fonctionnement et l'intérêt pour la formation des enseignants. Les 2 chapitres suivants ont en commun de présenter des dispositifs pour des groupes pluricatégoriels, dans lesquels il y a notamment des enseignants. Bernard Pechberti et Aurélie Morin co-animent un groupe clinique d'analyse des pratiques professionnelles, référé à une orientation psychanalytique et propose ici des pistes pour penser les enjeux de la pluriprofessionnalité, prenant en compte notamment leur propre position professionnelle. Gilles Monceau rend compte d'une recherche sur la parentalité adoptant une méthodologie socio-clinique,
référé au cadre théorique de l'analyse institutionnelle. Dans un groupe d'analyse de pratique composé de professionnels de différents champs, les enseignants apparaissent à la fois intouchables et sous la surveillance de tous sur le territoire. Le dernier chapitre ne présente pas un dispositif d'accompagnement, mais constitue une réflexion d'ordre général sur les conditions d'une rencontre par la parole dans la relation éducative aujourd'hui. Dominique Otavi, dans la continuité de ses précédentes publications, s'interroge sur les conditions de l'enseignement dans la période hyper-contemporaine à partir de l'analyse de quelques faits d'actualité, pour réaffirmer la nécessité de créer les conditions d'une parole singulière, ce à quoi s'emploient les cliniciens dans les dispositifs d'accompagnement dans les dispositifs qu'ils présentent dans cet ouvrage. La lecture de l'ensemble des chapitres montre notamment comment chaque dispositif clinique est singulier. Même quand les chercheurs cliniciens partagent des références théoriques communes ou proches, les dispositifs qu'ils façonnent sont le fruit de leur propre histoire et de leur formation. Cette singularité est peut-être la marque des accompagnements dont ils ont bénéficié. Voilà une ouverture vers d'autres échanges à venir. L'écriture comme modalité d'accompagnement clinique, une expérience formative de futurs enseignants dans un cours en grand groupe. Françoise Bréant. Mon expérience d'accompagnement clinique d'orientation psychanalytique de ces dernières années concerne essentiellement la formation professionnalisante des formateurs, des animateurs multimédia, des cadres de santé et des directeurs de mémoire, Bréant 2011A, 2013 A et B, 2014, et depuis 2 ans des animateurs de groupes d'analyse de pratique. Ces différents groupes, entre 12 et 20 personnes, groupes d'analyse de pratique, séminaires de méthodologie et ateliers d'écriture, s'inscrivent dans le format universitaire académique appelé travaux dirigés. Parallèlement, dans un cours en amphithéâtre, intitulé Approche psychanalytique de la relation éducative, en 2e année de licence, au sein d'un parcours professionnalisant lycée et collège, j'ai tenté d'éveiller la curiosité des 180 étudiants à l'intérêt de la psychanalyse pour comprendre les enjeux de la relation éducative. J'ai tenté notamment de les sensibiliser à ce que pourraient apporter des groupes d'analyse de pratiques cliniques d'orientation psychanalytique aux enseignants débutants, souvent démunis et angoissés, qui cherchent malgré tout à inventer des chemins pour susciter et accompagner le désir d'apprendre des jeunes. Dans cette perspective, j'ai introduit des temps de discussion et des temps d'écriture. Faire écrire dans un cours magistral ne va pas de soi. Cependant, dans les écrits de fin d'année, beaucoup d'étudiants ont dit que ce qu'ils avaient vécu dans ce cours leur avait redonné espoir pour regarder autrement le travail de l'enseignant en lycée et collège, pour développer leur créativité et pour que leur désir d'enseigner ne se laisse pas dissoudre dans une approche majoritairement technique. Telle que je l'ai conçue, cette expérience me semble mettre en œuvre une approche clinique en lien avec ma propre histoire et mes travaux de recherche sur l'écriture en formation, et me donne l'opportunité de revisiter après Janine Fillou et Mireille Sifali cette question. Quelle place pour la clinique dans un cours en grand groupe ? En quoi le travail de l'écriture, tel que je l'ai élaboré et proposé, peut-il être envisagé comme une modalité d'accompagnement clinique ? La place de l'écriture dans mon parcours d'enseignante à l'université. Professeure à l'université Paris-Nanterre depuis septembre 2014, je suis membre permanente du Centre de recherche en éducation et formation, CREF, responsable de l'équipe Savoir, Rapport au savoir et processus de transmission. Anciennement nommée Savoir et Rapport au savoir, cette équipe fut fondée en 1989 par Jackie Bayrou qui a ensuite été rejoint par Nicole Mosconi et Claudine Blanchard-Laville. Bayrou, Blanchard-Laville et Mosconi 1996. J'interviens essentiellement dans le master intitulé Formation, Intervention et Analyse de pratique, FIAP. J'anime un séminaire dédié à la démarche clinique, un séminaire mémoire, un groupe d'analyse de pratique en Master 1 et co-anime un groupe de supervision en Master 2 avec Bernard Pechberti. J'anime aussi au sein du Master 2 métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, MEF, parcours professeur des écoles, un séminaire. Approche clinique du rapport au savoir, et des groupes d'analyse de pratique. Souvent dans ces groupes, j'introduis des temps d'écriture qui s'appuient à la fois sur mes expériences de formatrice et sur mes travaux de recherche clinique. En effet, avant cela, mon expérience d'accompagnement clinique à l'Université Montpellier III, 1986 à 2008,
et à l'Université Rennes 2, 2008 à 2014, s'inscrivait principalement en formation de formateurs, d'animateurs multimédia, de cadres de santé et de directeurs de mémoire, Bréant 2011A, 2013A et B. 2014, dans le cadre de licences et de masters professionnels. Dans mes travaux de recherche clinique concernant la place de l'écriture en formation, j'ai montré que les différentes instances proposées, groupes d'analyse de pratique, séminaires de méthodologie et ateliers d'écriture, s'avèrent constituer les conditions d'une écriture réflexive, dont la visée émancipatrice se réalise au sein d'un dialogue permanent entre processus de subjectivation et processus d'objectivation, ouvrant sur un possible dépassement du clivage, apparemment admis par beaucoup tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de L'. Université, entre écriture littéraire et écriture scientifique. Dans cette perspective, mon ouvrage Écrire en atelier pour une clinique poétique de la reconnaissance concerne l'analyse des processus de création dans les ateliers d'écriture, quelle que soit leur visée, littéraire, scientifique ou thérapeutique. Mes travaux rassemblés dans mon habilitation à diriger des recherches HDR, soutenue en 2013, portent sur une approche clinique d'inspiration psychanalytique, avec principalement les concepts de Freud, Winnicott, Castoriadis, Barthes, en proximité avec les travaux du courant Cliopsy, Blanchard-Laville, Chausecourte, Hatchuel et Pechberti 2005. L'objet central de mes travaux repose sur une approche clinique du sujet en formation dans son rapport à l'écriture réflexive, en particulier celle requise dans la démarche scientifique à l'université. Cela concerne l'écriture des mémoires de master professionnels, considérée à la fois comme une initiation à la recherche et comme une formation par la recherche, l'écriture des mémoires de master recherche et l'écriture d'une thèse. D'ailleurs, dans la dynamique de l'articulation entre ma pratique d'animation d'ateliers d'écriture en formation et mes travaux de recherche, j'ai mis en place et animé pendant une année un atelier d'écriture avec les doctorants du Centre de recherche en éducation, apprentissage et didactique, CREAD, à Rennes 2. Dans le prolongement de cet atelier, les doctorants ont organisé une journée d'études en juin 2014 à laquelle j'ai collaboré, intitulée « Je, tu, il, s ou ls. Engagement dans le terrain et pratique d'écriture en sciences humaines et sociales ». Née d'interrogations a priori simples telles que l'usage du jeu et l'anonymisation des enquêtés dans l'écriture scientifique, cette journée fut un espace de partage et de confrontation entre les différents bricolages, au sens de Certeau, 1990, dans l'invention du quotidien et de Lévi-Strauss, 2014, dans la pensée sauvage, mise en œuvre par des jeunes chercheurs en sciences humaines et sociales. En effet, lors de cette journée, chacun des communicants a pris le temps de raconter la manière dont il, ou elle, s'appropriait les réflexions méthodologiques, principalement d'anthropologues et d'ethnologues, pour s'autoriser à douter et à se laisser guider par ses intuitions. Ces jeunes chercheurs ont témoigné d'avoir eu parfois l'impression de transgresser ce qu'ils se représentaient comme les normes de la recherche et les attentes de l'université. Dans l'écriture même de leurs thèses ou d'articles, il apparaissait que ce sentiment de transgression leur semblait finalement constituer la condition majeure d'une recherche authentique, susceptible de produire de la connaissance. Dans la même orientation, depuis juin 2015, j'anime un atelier d'écriture avec les doctorants en sciences de l'éducation et en psychologie clinique à l'Université Paris-Nanterre, à raison de 4 journées par an. J'y reviendrai. Cours magistral et approche clinique. Aujourd'hui, si j'envisage le récit d'un cours magistral effectué pendant 3 années à l'Université Rennes 2, intitulé Approche psychanalytique de la relation éducative et de l'institution, ma pratique en atelier d'écriture et l'analyse des processus psychiques à l'œuvre au sein de l'écriture réflexive constitue la toile de fond de mes interrogations concernant la manière d'enseigner à l'université, Bréant 2011A, 2011B. Ce cours se déroule en 2e année de licence, au sein d'une unité d'enseignement professionnel d'un parcours professionnalisant lycée et collège. Les 180 étudiants viennent de toutes les filières en lettres et sciences humaines, langues, lettres, histoire, arts plastiques, musique, STAPS, psychologie, sociologie, et ont peu ou pas d'expérience professionnelle en tant qu'enseignants. Ainsi, dans ce cours, je tentais de les sensibiliser aux apports de la psychanalyse et à ceux des groupes d'analyse de pratique lorsque les enseignants débutants se trouvant démunis, voire angoissés, cherchent malgré tout à inventer des chemins pour susciter et accompagner le désir d'apprendre des adolescents. Pendant les 3 années où j'ai assuré ce cours,
Entre 2011 et 2014, dans les temps de bilan et dans les écrits de fin d'année, un bon nombre d'étudiants affirmaient que ce qu'ils avaient vécu dans ce cours magistral leur avait redonné espoir pour regarder autrement le travail de l'enseignant. Ils évoquaient alors la nécessité de développer leur créativité afin que leur désir d'enseigner ne soit pas noyé dans une conception de l'enseignement principalement technique et gestionnaire. La manière dont j'ai abordé les concepts de transfert et de sublimation leur avait permis de mieux comprendre ce qu'ils avaient pu vivre eux-mêmes dans leur scolarité. Pour eux, cela éclairait certaines situations difficiles qu'ils vivaient ou qu'ils avaient vécues avec des élèves pendant leur stage de pré-professionnalisation. Lorsque j'ai été sollicité pour effectuer un cours dans ce parcours professionnalisant lycée et collège, j'avais déjà beaucoup réfléchi à la manière d'introduire des ruptures dans mes cours magistraux avec les étudiants de 3e année de licence en sciences de l'éducation, Bréant 2011B. Ma question était celle-ci: comment construire une posture créative et clinique dans l'enseignement à l'université? Le titre de la communication de Mireille Sifali lors du colloque Cliopsy en 2009, comment la question de la transmission de la posture clinique peut-elle être à l'œuvre dans un cours ex cathedra? Sifali 2009, venait résonner avec mon questionnement. J'avais retenu que Mireille Sifali demandait aux étudiants, futurs enseignants, d'écrire le récit d'une situation de leur pratique. Place était faite aux difficultés, aux interrogations, aux incertitudes et aux doutes. Cette phase d'écriture du récit constituait une première approche formative de l'écoute clinique, tout en ouvrant sur une élaboration potentiellement théorisante. Il me semble avoir compris qu'à partir de ces écrits, le dialogue engagé avec les étudiants constituait le matériau pour la construction du cours. Le dispositif présenté par Mireille Sifali m'a aussitôt intéressé, parce que de mon côté, l'expérience que j'avais des ateliers d'écriture en petits groupes, ménageant un cheminement impliqué, à la fois créatif et réflexif, de chacun et du groupe, m'avait amené à mettre en œuvre des étapes et des croisements entre l'expérience poétique de l'écriture et le travail associatif ouvert au processus inconscient. J'ai pu constater et montrer comment ces étapes et ces croisements, en lien avec le travail psychique du groupe, contribuaient à construire les conditions d'une posture réflexive ouvrant sur l'analyse clinique de son rapport au savoir, favorisant ainsi la capacité à construire à la fois un savoir sur soi et un savoir sur des objets de recherche, Bréant 2013B. Durant la même période, dans laquelle j'ai mis en place ce cours en 2e année de licence, je donnais des cours à des étudiants en 1re année de master en sciences de l'éducation. Notamment, lors d'une journée en amphithéâtre dédiée à la démarche clinique de la recherche, j'avais instauré un temps d'écriture individuelle. La consigne, inspirée par mes ateliers, consiste à écrire le récit d'une situation puis à développer à partir d'un mot, un travail associatif avec des mots relevant du signifiant et du signifié. Ensuite, après avoir évoqué Barthes lorsqu'il avance que savoir et saveur ont en latin la même étymologie, je leur propose d'écrire un texte incluant le travail précédent. Puis, par deux, les étudiants échangent leurs textes, les lisent et produisent 3 questions qui pourraient s'apparenter à des questions de départ d'une recherche. Les 2 étudiants discutent en explicitant leurs questions. Puis chacun, retrouvant son texte et les questions de l'autre, en s'appuyant sur les échanges, écrit ce que pourrait être sa propre question. Ainsi, dans la perspective de recherche concernant la transmission de la démarche clinique par le travail de l'écriture, les travaux de Mireille Sifali m'ont stimulé pour continuer à chercher des manières de faire écrire les étudiants dans le cadre d'un cours en amphithéâtre, avec pour visée de dynamiser le cours magistral, sans rompre totalement avec cette forme d'enseignement, comme j'avais pu le faire précédemment avec des étudiants de licence en sciences de l'éducation, Bréant 2011B. Par exemple, à l'occasion d'un cours sur le corps en éducation, j'avais proposé aux étudiants de travailler en petits groupes dans lesquels la lecture de textes constituait le support d'un travail collectif d'élaboration, permettant de dégager des thèmes de recherche en vue de la réalisation d'exposés. Ce qui finalement, dans l'imaginaire des étudiants, s'apparentait plus à des travaux dirigés qu'à un cours magistral. Le dispositif proposé. Dans la présente réflexion, il s'agit donc d'un cours magistral sur l'approche psychanalytique de la relation éducative et de l'institution, qui se déroule sur 6 séances de 2 heures. Je préfère parler de séances de travail, plutôt que de cours. En effet,
Ce terme me semble correspondre davantage à la nature du travail proposé. Comme je l'ai écrit plus haut, les représentations dominantes du cours magistral relèvent d'un modèle où l'enseignant transmet des savoirs déjà construits par des chercheurs ou par lui-même. Une séance de travail comporte cet aspect, mais aussi d'autres, reliés à la notion de construction coopérative de savoir-être par les étudiants. La première séance. J'explique d'abord le dispositif qui comportera des temps d'apport de ma part, des temps de lecture de texte et un temps d'écriture libre à chaque séance. L'évaluation consistera en l'écriture d'un texte de réflexion personnelle, inspiré par ces différents éléments. J'annonce l'idée de tressage réflexif entre récits d'expérience, professionnels ou personnels, et certains aspects théoriques issus de la lecture ou du contenu de la séance. Les temps d'écriture personnelle à chaque séance, considérés comme un journal de bord de ce cours, pourront constituer un entraînement à écrire et du matériau pour l'écrit final. Ce dernier pourra être effectué soit en 1 heure à la dernière séance, soit chez eux. Ensuite, après ces explications concernant le déroulement et l'évaluation, je leur projette un film intitulé « Quelle classe ma classe ?» Troyon, 2007, réalisé dans le collège expérimental Pierre Sémard de Bobigny, dans une zone d'éducation prioritaire en Île-de-France. Plusieurs aspects m'intéressent dans ce film. D'abord, il montre une expérience reposant sur la pédagogie de projet et l'interdisciplinarité, travaillant notamment la création artistique en atelier, favorisant les rapports entre corps, culture et écriture. L'autre aspect qui m'intéresse est la venue régulière, 1 fois par mois, d'un psychanalyste pour animer un groupe de parole avec les enseignants de ce collège. Dans le film, ils témoignent de l'importance de pouvoir parler de leurs difficultés, de leurs questions et de leurs ressentis. Ils évoquent l'importance de pouvoir exprimer leurs doutes plutôt que de chercher des réponses et des solutions. Ce travail d'analyse en groupe leur permet de mieux comprendre les enjeux psychiques inscrits au cœur des situations singulières éducatives et d'apprentissage, en développant du même coup une démarche clinique réflexive, collective et soutenante pour chacun. Après la projection de ce film, je propose aux étudiants d'écrire pendant une dizaine de minutes, de manière très libre. Nous commençons ainsi le journal de bord, ce que l'on pourrait appeler un journal intime d'errance ou d'intime errance. Je leur pose plusieurs questions. Qu'est-ce que cela vous fait? Quels sont vos ressentis? Qu'est-ce qui vous plaît, vous intéresse, vous choque? Ensuite, je les invite à prendre la parole dans l'amphithéâtre, tout en favorisant des échanges entre eux. Au fil des échanges, je commence à lancer quelques fiches théoriques entre la psychanalyse et la pédagogie, en évoquant le plaisir de créer, en lien avec le concept de sublimation et le désir d'apprendre. Selon les années, la participation des étudiants fut différente. Durant les 2 premières années, les étudiants ont largement pris la parole avec un plaisir manifeste. La 3e année, ils se sont montrés beaucoup plus réservés. Il serait intéressant d'approfondir les causes de cette différence qui tiennent à de multiples facteurs comme l'origine disciplinaire des étudiants, la personnalité de certains produisant parfois des effets stimulants pour les autres et ou parfois des effets inhibiteurs. Mes ressentis du moment peuvent aussi donner une coloration particulière à la manière de s'écouter et de se parler. Après ce temps d'échange plus ou moins long, je leur donne 2 textes photocopiés sur papier à lire pour la fois suivante, un extrait du texte sur l'inconscient de Jean-Claude Filloux, 1992, et le texte de Freud, 1914-1998, sur la psychologie du lycéen. La 2e séance. Je leur raconte des éléments de l'histoire de la psychanalyse, en particulier comment Freud est passé de l'hypnose au dispositif de la cure psychanalytique. Je fais une première approche du concept de transfert, en prenant appui sur le texte de Freud que j'avais donné à lire lors du premier cours. Puis je sollicite les étudiants pour prendre la parole, en leur posant quelques questions. Est-ce que cela fait écho pour vous dans votre propre scolarité ou dans votre pratique professionnelle ou de stage? Souvent, ils évoquent des situations d'animation en centre de loisirs. Il m'arrive de développer certains... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.